Alors, on va continuer à parler indemnisation, prime comme signal en assurance. On va en discuter dans un instant avec Laurence Barry, mais je voudrais déjà vous livrer, parce que c'est vous qui allez prendre la parole, un sondage, et j'aimerais bien que vous puissiez répondre. Et évidemment, on va le commenter dans quelques minutes. Selon vous, est-ce que la modulation du montant de la prime en fonction du risque CatNat, est-ce que ça vous semble efficace pour sensibiliser les assurés à l'exposition à ce risque? Point d'interrogation, c'est à vous de prendre la parole, c'est à vous de répondre. On va évidemment commenter ce sondage. Vous voyez, pour l'instant, c'est 50 oui, 50 non. Ouais, je pense qu'évidemment, il y aura plus de précision dans un instant. Je vais demander à Laurence Barry maintenant de venir me rejoindre ici sur la scène. Bonjour Laurence Barry, merci de nous avoir rejoints. Juste pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes polytechnicienne, statisticienne, actuaire de la chaîne Paris. Paris, vous le savez, c'est le programme de recherche sur l'appréhension des risques et des incertitudes. Vous étiez au premier rang, j'ai remarqué que vous aviez écouté avec attention les propos de Jean Cordier. Cette question-là, l'appréhension des risques, elle se pose aujourd'hui, elle s'est posée, elle va se poser encore plus demain. Qu'est-ce que vous pourriez répondre, je dirais, avec vos travaux et votre recul et votre travail de recherche? Sur l'appréhension des risques? Oui, pour commencer. En fait, on travaille beaucoup sur les enjeux du big data pour l'assurance et comment ces enjeux-là transforment l'appréhension des risques. Donc, c'est effectivement au cœur de nos préoccupations. Je vais commencer tout de suite, mais je ne vois pas mes slides. Alors, est-ce que vous avez... Oui, je suis censée faire quelque chose. Ah, ok, très bien. Voilà. Oui, donc la prime comme signal du risque, c'est une façon de se poser cette question qui, donc, je l'ai dit, on travaille sur les enjeux du big data pour l'assurance, sachant que la prime, elle se transforme avec le big data parce qu'on a pendant très longtemps travaillé sur de grandes classes de risques que l'on supposait être homogènes et solidaires. Et ce que fait le big data, ou ce qu'il peut permettre de faire, c'est de comprendre la prime de la façon traditionnelle dont on l'a calculée, en quelque chose que je vais appeler des scores de risque, qui sont des choses qui sont beaucoup plus individualisées et personnalisées. Donc, ces choses-là posent un certain nombre de problèmes. C'est là-dessus qu'on travaille au sein de la chaire avec des outils de sociologie et d'épistémologie. Mais il y a un argument qui est avancé très fréquemment en faveur de ces scores, et c'est que cette personnalisation de la prime va permettre de donner aux gens un signal beaucoup plus ajusté et donc efficace que par le passé pour ce qui est d'agir sur leur comportement, pour agir en prévention. Et donc en fait, okay. La question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on peut agir en prévention via la prime d'assurance, sachant que, en fait, au cours des 70 dernières années, on considère ça un peu comme une évidence. Et j'en veux pour preuve ce qui a été dit par le rapporteur à l'Assemblée au moment de la création du régime CatNat, pas l'Assemblée, le rapporteur au Sénat, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y avait un débat entre l'Assemblée et le Sénat sur comment est-ce qu'il fallait tarifer ces risques. L'Assemblée étant pour une prime très solidaire, donc c'est le régime qui s'est mis en place, mais les sénateurs étaient contre. Et le rapporteur dit la chose suivante qui je trouve très intéressante aujourd'hui. Donc les sénateurs voulaient en fait une prime modulée qui serait placée entre un seuil et un plafond. Et pour Prévoto, donc le rapporteur au Sénat, disait en fait si on met en place un plafond et un seuil, on aura une cartographie des risques qu'on pourra affiner. Les entreprises d'assurance vont pouvoir apprendre ce risque et les citoyens vont connaître du coup à la fois leurs droits mais aussi leurs devoirs. Et donc l'idée c'était de dire la logique de l'assurance est une logique de responsabilisation. Et donc en fait on avait déjà ces deux grands principes que sont d'un côté la solidarité et la responsabilité. Ce que je voudrais dire, cela dit, c'est que finalement cette idée de prime pour responsabiliser les gens, est-ce que c'est vraiment évident ? Et ce que je voudrais faire ici, c'est une mise en perspective historique pour essayer de questionner un peu ce point. La première chose dont on se rend compte quand on regarde ce sujet d'un point de vue historique, c'est que d'abord, ce n'est pas un problème actuariel, c'est plus un problème économique. Parce que ce qu'on essaye de faire en prévention, c'est de gouverner le comportement des gens, et par conséquent, on a besoin de comprendre quelle est la rationalité des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait plutôt en économie. Donc, comprendre leur rationalité afin d'agir sur leur comportement.
Et on se rend compte dans cette histoire qu'en fait, il y a 3 temps. Et ce qui a joué vraiment un rôle pivot dans la compréhension de la prime comme signal, ce sont les travaux de von Neumann et Morgenstern qui paraissent en 1944. Et donc la théorie de la décision qui va s'imposer par la suite comme quelque chose de fondamental, mais qui auparavant n'était pas du tout le cadre de pensée. Et c'est cette histoire en fait que je voudrais vous raconter pour essayer de bousculer les idées reçues sur cette notion de prime comme signal pour agir en prévention, et puis regarder de façon un peu différente le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a avant la théorie de la décision? Avant la théorie de la décision, en fait, en économie de l'assurance, on n'a pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas grand-chose? Parce que l'économie ne sait pas penser les situations d'incertains, en tout cas la façon dont les individus réagissent en incertain. Ce qu'on se dit, c'est qu'il y a une rationalité économique, elle consiste à savoir hiérarchiser ses préférences en fonction d'une utilité qui d'ailleurs n'est pas quelque chose de quantifié. Et puis on considère que les individus sont rationnels s'ils sont cohérents dans leur hiérarchisation de leurs préférences, c'est-à-dire si je préfère A à B, B à C, je préfère A à C. Ça ne va pas beaucoup plus loin. L'assurance, là-dedans, eh bien, c'est un moyen de lutter contre la désutilité associée à l'incertitude. Là aussi, ce n'est pas quelque chose de quantifié, mais on sait que les gens n'aiment pas l'incertain et par conséquent, ils vont s'assurer. Et Ludwig von Mises, qui est un économiste important de la première moitié du XXe siècle, considère qu'en fait, du point de vue de l'assuré, eh bien, l'assurance est un pari. Parce que soit, donc s'il s'assure et qu'il a un accident, ben, tant mieux pour lui d'une certaine façon, parce qu'il aura rentabilisé son investissement. En revanche, s'il ne lui arrive rien, la prime qu'il aura payée aura été une perte. Donc vous voyez qu'on a un mode de pensée qui est très différent de notre façon à nous d'appréhender ce genre de choses aujourd'hui. Cela dit, on a quand même un problème de gestion des comportements, parce que depuis que l'assurance existe, on sait qu'il y a un problème d'aléa moral, on sait qu'il va falloir agir pour faire en sorte que l'assurance ne conduise pas en fait, à une augmentation des risques parce que les gens ne prennent plus les mesures de précaution qui étaient nécessaires. Et par conséquent, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on faisait durant cette époque? D'abord, on pouvait légiférer. On peut interdire de conduire au-delà d'une certaine vitesse. Et puis, on peut aussi inciter les gens à faire des choses. Inciter les gens, ça peut être de la publicité, comme ce qui se faisait au début des années 20. Donc, d'abord, inciter les gens à s'assurer, parce que finalement, malgré tout, c'est l'attitude prudente de s'assurer. Vous voyez là, par exemple, des choses aux États-Unis ou en Europe ou en France, dans lesquelles on voit l'homme qui choisit de ne pas s'assurer expose la veuve et l'orphelin à un destin effroyable. Et puis on peut aussi éduquer, et c'est surtout comme ça que ça fonctionne, en fait, l'action sur les comportements pendant cette première moitié du XXe siècle. Donc là, ce sont des fascicules qui sont distribués dans les années 30 par les agents d'assurance, c'est une compagnie d'assurance américaine en vie et en santé, pour lutter contre le surpoids, pour savoir si on est juste enrhumé ou s'il s'agit d'un début d'épidémie qu'il faut faire autre chose, et puis comment avoir de bonnes dents. Mais vous voyez que dans tout ce que je vous décris, à aucun moment la prime n'est pensée comme un moyen de donner un signal, quel qu'il soit, aux individus. On n'est vraiment pas du tout dans cet état d'esprit. Et puis, on passe à la théorie de la décision. Donc c'est 1944, il s'est passé 15 ans entre les fascicules dont je vous ai parlé et ce qu'on voit se mettre en place, avec von Neumann et Morgenstern, donc. Vous voyez, c'est très différent. Je ne vais pas vous refaire la théorie de la décision, mais vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est vraiment, c'est un autre monde d'un point de vue épistémologique. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi? C'est que d'abord, l'utilité dont je vous ai dit qu'elle n'était pas quantifiée, elle devient un objet mathématique, elle devient une fonction mathématique. Et puis, ce qu'on se dit aussi, c'est que finalement, les individus, s'ils sont rationnels, ils savent attribuer des probabilités aux événements futurs. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir calculer des espérances d'utilité en fonction de distribution de revenus potentiels futurs et incertains. Et donc la rationalité, ça va devenir la capacité de maximiser une espérance d'utilité. Et ça va avoir toute une série de conséquences. La première, c'est que finalement, tout un chacun raisonne un peu comme un actuaire. L'actuaire et l'assuré vont parler le même langage. Donc la prime va effectivement pouvoir fonctionner comme un signal. La deuxième conséquence, c'est que jusque-là, la segmentation, elle servait essentiellement à lutter contre l'antisélection, sachant que tel ou tel assureur risquait de prendre les bons risques, il fallait segmenter pour éviter ça. À partir du moment où on pense que les assurés et les assureurs fonctionnent de la même façon, eh bien, l'exactitude de la prime va aussi devenir un objectif d'équité, parce que ça va être finalement ce que l'assuré est prêt à payer, puisque lui-même connaît sa propre probabilité, et par conséquent, ça va être le point de rencontre entre l'assureur et l'assuré. Mais vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la logique du pari dont parlait von Mises une quinzaine d'années plus tôt.
Et la troisième conséquence, c'est qu'on va pouvoir agir sur le comportement, sur les choix des individus, par l'intermédiaire de la structure tarifaire des produits. Ça peut être signaler le risque en donnant une prime plus élevée, et ça peut être aussi proposer des franchises pour faire en sorte, à l'inverse, que les individus révèlent leur risque, puisqu'ils sont censés le connaître, évidemment, ils savent calculer des probabilités, en choisissant la franchise qui leur convient le mieux. Alors, un exemple qu'on a de ça en catastrophe naturelle, c'est le programme d'assurance contre les inondations qui a été mis en place aux États-Unis dans les années 60. Et ça s'est mis en place, en fait, d'abord comme une critique de ce qui se faisait auparavant, qui était des grands programmes d'infrastructures, de construction de barrages, de renforcement de digues, etc. Et la critique consistait à dire, en fait, ce qu'on fait, c'est on reporte le moment de la catastrophe, mais comme on n'a pas empêché les gens de s'installer dans les zones à risque, quand la catastrophe va se produire, elle va être d'autant plus importante. Et on dit que les promoteurs de ce programme, on a aujourd'hui des outils pour faire en sorte qu'on puisse à la fois protéger les gens et aussi agir en prévention en déplaçant ces implantations. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc un régime d'assurance que l'on va rendre obligatoire dans les zones à risque et qui va être en fait tarifé suivant le coût du risque. Donc on voulait déjà mettre en place des primes le plus ajustées possible avec les moyens qu'on avait à ce moment-là. Et puis, on va laisser les gens, donc ces individus très rationnels et pratiquement tous actuaires, faire leur calcul de coût-bénéfice et décider si oui ou non, vu le niveau de la prime, donc vu le risque qu'ils courent, ils veulent s'installer à cet endroit ou pas. Bon, alors en pratique, le régime qui s'est mis en place était fortement subventionné, et puis du coup, ça a été critiqué parce que ça voulait dire qu'on ne donnait pas le bon signal aux gens, et par conséquent, on n'allait pas les aider à déplacer leur lieu de vie. Mais enfin, c'était ça l'idée, donc on a essayé de mettre en place un système qui s'appuyait sur cette théorie de la décision. Temps 3 de notre histoire, après la théorie de la décision, ça commence en fait assez tôt, c'est Kahneman-Tversky, dès la fin des années 70, qui disent que en fait, les gens ne fonctionnent pas comme ça, ce qui n'est pas une vraie surprise, mais enfin, voilà, donc on pose les choses à partir de ce moment-là. Ce qui se passe en pratique, c'est que les gens, certes, il y a le système 2 qui fonctionne, suivant cette rationalité très précise, avec des calculs, etc., mais ce n'est pas comme ça que les gens fonctionnent la plupart du temps. La plupart du temps, on fonctionne avec des intuitions, on fonctionne avec des émotions, avec des impulsions aussi. Et par conséquent, si on veut vraiment agir en prévention, ça ne va pas être par la prime qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, les premières études critiques qui sont faites montrent que, par exemple, dans les franchises dont je vous ai parlé, les gens ne choisissent pas du tout la franchise qui leur convient. Et parfois, il y a des choix qui sont totalement irrationnels. Quand on voit le niveau de la franchise qu'ils choisissent et le prix qu'ils sont prêts à payer pour ça. En catastrophe naturelle, on peut mettre en évidence d'autres biais qui sont que les gens attribuent des poids et non pas des probabilités aux choses. Et le poids qu'on attribue à une catastrophe quand elle vient d'arriver est totalement surestimé par rapport à la fréquence réelle. Et à l'inverse, quand on n'a pas été exposé à la catastrophe, on a tendance à la sous-estimer. Et donc le moyen d'agir, si on tient compte de ça, en économie comportementale, c'est de revenir à des histoires. C'est d'établir des comparaisons avec des fréquences qui sont mieux connues, c'est de faire appel à l'imagination. Et donc, par conséquent, d'une certaine façon, on est un peu en train de revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur les fascicules, sur ces choses-là. Donc, c'est beaucoup plus avec des images et des choses comme ça qu'avec des calculs qu'on pourra le faire. Est-ce que, pour autant, on a abandonné l'idée du signal du risque? En fait, pas tout à fait. Bon, alors c'est vrai, d'un côté, on a des assurés pour qui finalement cette précision n'est pas censée dire grand-chose, mais de l'autre, on a les data science, on a les données massives, on a les capacités de calcul, on a de nouveaux algorithmes qui permettent de faire des choses beaucoup plus précises qu'auparavant. Donc j'ai parlé par exemple des primes qui étaient censées être des primes de risque dans les années 60 aux États-Unis, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, à propos du programme états-unien, vous voyez là, par exemple, qu'aujourd'hui, on sait dire qu'il y a des zones vraiment très risquées, où il y a des sinistres à répétition, et les gens, en fait, n'ont pas déplacé leurs implantations, et par conséquent, ça va en se répétant. Mais on sait faire des cartes beaucoup plus précises qu'avant. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le système a plus ou moins fait faillite après Katrina, puisqu'il est très endetté auprès de l'État fédéral, et une réforme s'est mise en place en 2012 pour essayer de remédier à ça et rendre le système viable économiquement. Et l'idée, ça a été quoi? L'idée, ça a été de dire on va faire des vraies primes de risque, parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce n'était pas des primes de risque, c'est pour ça que les gens sont restés là où ils étaient, et on va réussir à agir sur les comportements en mettant en place un vrai signal du risque. Et cette idée de signal du risque dans ce système est très prégnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a augmenté les primes là où il fallait, on les a baissées là où il fallait, mais vous voyez sur le graphe de droite qu'en fait, les gens ont cessé de s'assurer. C'est-à-dire que quand les primes sont devenues trop élevées, ils n'ont pas du tout considéré qu'ils avaient un signal pour aller habiter ailleurs, ils ont simplement arrêté de s'assurer.
Voilà. Est-ce que j'ai... Tout va bien. Ouais, ok. Voilà, d'autres exemples. Ouais. On va regarder et découvrir ensemble d'abord les résultats de notre sondage. Je sais que vous n'avez pas fini, okay. Mais si j'essaye de résumer, évidemment, beaucoup moins bien que vous, mais donc vous nous dites au fond que techniquement aujourd'hui, on a les outils pour faire quasiment du sur-mesure, mais j'ai envie de dire, culturellement, est-ce que les populations sont prêtes ou seraient prêtes ? Là, je vous sens que vous dites pas forcément, en fait. Je ne sais pas si c'est les populations qui sont prêtes ou pas, ou plutôt le fait que je ne sais pas si ça va être efficace si on veut se servir de ça pour agir en prévention. Est-ce que ça veut dire que vous aurez tendance à privilégier plutôt le collectif ? Ouais, mais après, ça dépend un peu probablement des cultures. Allez-y. Je vais y venir. Alors, je voulais juste dire que d'un point de vue de où est-ce qu'on peut voir de l'usage des scores qui éventuellement peut servir à quelque chose, là, on voit des exemples, c'est plutôt en santé. En santé, aujourd'hui, il y a des tas d'applications qui sont mises en place, qui consistent à dire, vous faites 10 000 pas, vous aurez un café à la fin de la semaine, 10 000 pas par jour, c'est un café de la fin de la semaine, si vous attendez la fin du mois, vous aurez un collant, enfin des choses comme ça. Et dans ces cadres-là, les scores de risque peuvent être intégrés au système de récompense pour agir en donnant une réduction de prime à ce moment-là. Mais en tout état de cause, ce n'est pas l'exactitude de la prime qui fait que l'individu va modifier son comportement. On ne sait pas d'ailleurs si ça va fonctionner sur le long terme, ces choses-là, mais si ça fonctionne, ce n'est pas l'exactitude qui va rendre ça possible. Alors un autre exemple, et c'est là-dessus que je vais finir, un autre exemple, on peut être un autre usage possible de ces scores et dans lesquels on se servirait de cette précision, c'est de mettre à profit la précision des calculs, non plus pour renvoyer l'individu à un signal sur son risque afin qu'il le gère, donc dans une logique de responsabilisation, mais pour construire une autre vision du collectif. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, dans les statistiques classiques, ce qu'on faisait pour construire une vision du collectif, on mettait à part tout ce qui faisait les différences entre les gens pour travailler sur des moyennes. Donc c'était la façon dont on faisait des statistiques classiques. La nouveauté de ces modèles, c'est qu'ils nous permettent de partir du particulier pour reconstruire le collectif, mais sans abandonner les différences. Et donc ça permet de reconstruire un point de vue agrégé sur d'autres bases, un peu comme un tableau pointilliste. Et cette précision, en fait, dans ce cas-là, elle pourrait permettre de cibler des actions de prévention, donc de les rendre plus efficaces collectivement, mais dans une logique solidaire. Et il s'agirait alors de se servir de la granularité des scores, non pas dans une logique de responsabilisation, mais dans celle de leur mise au service d'une solidarité. Voilà. Et selon vous, ce serait valable, je dirais, en France, aux États-Unis, alors que il y a des différences culturelles importantes. On pourrait appliquer ce que vous dites à peu près à l'ensemble des populations. Probablement qu'il faut nuancer un peu, non ? Alors, oui, il y a des très grandes différences culturelles, effectivement. Alors, aux États-Unis, notamment le régime dont je vous ai parlé, c'est un régime qui, à la différence du système français, qui porte sur l'ensemble du territoire. Aux États-Unis, le régime visait uniquement les zones à risque, ce qui fait que ça le rendait extrêmement bancal dès le départ, parce que les primes étaient très élevées dans ces. Donc, il n'y a pas cette idée de solidarité aux États-Unis, on n'entend pas du tout, en fait. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va découvrir ensemble les résultats de ce sondage. Je rappelle la question sur la modulation du montant de la prime. Vous voyez, donc il y a une nette préférence, 74% sur cette modulation. Non, 26%. Ça vous inspire quoi, je dirais, par rapport à ce que vous venez d'ailleurs d'expliquer? Je trouve que c'est très intéressant. C'est pas une surprise pour vous, ça, non, ce résultat? Pas du tout. En fait, je Petit commentaire. Ouais, alors c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que d'abord j'ai dit, on est tous passés dans cette logique où il faut segmenter le plus possible. En tant qu'actuaire, par exemple, on est plus à l'aise quand c'est segmenté parce que du coup, on n'est pas exposé à des problèmes d'anti-sélection, etc. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que la notion d'équité évolue. Ce qui était considéré comme équitable au moment où le régime s'est mis en place dans les années 80, c'était effectivement la solidarité. C'était le principe de base qu'on mettait en avant. Et de plus en plus, on entend, mais on peut se poser la question de savoir si c'est bien ou pas, les bons risques ne veulent pas payer pour les mauvais risques. Ce qui était d'ailleurs déjà ce qui était à la mode aux États-Unis dans ces années-là. Ça a mis plus de temps à arriver chez nous, mais aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un peu plus d'individualisation. Absolument. C'est ce que vous dites. Ouais, absolument. Et alors, autant pour les actuaires, ça, c'est un problème technique, autant d'un point de vue sociétal, c'est un déplacement des valeurs. Voilà. Y compris en France. Y compris en France, vous voyez bien. C'est ce qu'on vient de voir. Je vous pose la question, mais là, évidemment, c'est un sondage avec un questionnement, on va dire, entre guillemets, empirique, parce que tous nos amis qui sont là sont
a priori plutôt des experts. Si on posait la même question à la population française, j'imagine qu'il y a déjà eu des sondages là-dessus, on aurait en gros les mêmes proportions ou pas? Je pense, oui. Oui, vous pensez. Bon, vous restez toujours avec nous. Vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui vont s'afficher. Je voudrais vous faire réagir en attendant aux propos peut-être de tout à l'heure de Jean Cordier. Là, vous auriez une petite réaction ou... Non, mais alors justement, il disait qu'il allait falloir augmenter les primes de risque et donc effectivement trouver des choses de plus en plus ajustées. Et en même temps, on a toujours ce problème de solidarité auquel... En fait, on tourne un peu autour des mêmes interrogations, des mêmes questions. En attendant que les questions s'affichent, alors vous pouvez aussi prendre la parole avec un micro. On en revient, je dirais, au schéma un peu classique. Vous avez été tellement clair que finalement, il y a peu ou pas de questions. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions dans la salle? Il y a des micros possibles qu'on peut vous apporter. Questions? Pas de questions? J'ai pas de questions. Bon. Alors voilà. Si. Quels sont les autres leviers? Ça y est. Quels sont les autres leviers pour inciter à la prévention, de votre point de vue? Les autres leviers, autres que les primes? Oui. Oui, par rapport à votre propos. Oui. En fait, je pense qu'en catastrophe naturelle, c'est un peu problématique parce que, justement, ce que je décrivais à propos du signal en santé, donc ce n'était pas la prime, c'est le score qui est utilisé comme une alerte. Quand on essaye de modifier un comportement qui est répétitif, l'économie comportementale et ces nudges en fait, qui se mettent en place au travers de ces applications, ça peut avoir un effet. En revanche, quand on parle de catastrophe naturelle, si on parle des dommages aux biens, où en fait, la prévention, c'est soit de déplacer les implantations, soit de renforcer le bâti, ce sont des gros investissements, mais ce sont des investissements uniques. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la répétition. Donc on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on pourrait agir avec des signaux dans ce domaine. Il y a plus de choses qui se font, par exemple, au Japon, j'ai vu des papiers là-dessus, quand il s'agit, au moment de la catastrophe, d'essayer de prévenir en essayant de favoriser les évacuations. Donc ça, on peut effectivement servir de ces signaux-là pour pousser à l'évacuation. Mais ce n'est pas les dommages aux biens dont il s'agit. Autre question, quel signal pourrait-on utiliser à la place de la prime 4NAT? C'est la même question, non? Oui, mais peut-être elle est peut-être encore un peu plus précise. Bon. Pas de commentaires, c'est ça vous nous dites? Oui, voilà. Bon. Que pensez-vous que la notation par rapport au risque climatique lors d'un achat d'un bien? On en revient toujours au même. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant, c'est une façon d'informer les gens. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'est suffisant de donner des indicateurs quantifiés? C'est là, je pense qu'il faut essayer de mettre à profit tout ce qu'on sait aujourd'hui avec l'économie comportementale pour essayer de modifier le comportement. Mais je pense que ça va plus loin que la notation des biens. Il va falloir aller plus loin. Dernière question, le changement climatique renforce-t-il la nécessité de segmenter ou au contraire renforce ce besoin de solidarité? Vous avez compris que moi j'étais plutôt pour la solidarité, sachant cela dit, mais je ne dirais pas la nécessité de segmenter, il y a aussi un problème de responsabilisation qui n'est pas nécessairement lié à la prime, qui est lié à une prise de conscience et une modification des comportements. Et ça, je pense qu'on ne pourra pas y échapper si on veut faire quelque chose rapidement, peut-être les 2 dernières questions. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système par répartition, par exemple à l'image du système des retraites? Est-ce que ce serait envisageable? Je me demande si ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui, en fait. Non? Bon, enfin, c'est... Ouais. Bon. Alors, vous faites aussi le constat de l'assurabilité de certains événements dans les années à venir. Ça, c'est une question, ce n'est pas un commentaire. Vous êtes d'accord? Oui, alors évidemment, il y a un très gros sujet avec le climat qui fait que on va avoir des zones qui vont devenir de plus en plus exposées au risque. Et d'ailleurs, ça va être aussi un sujet parce que si on bascule dans une éthique où on se dit, ou une équité, on se dit je ne veux pas payer pour les autres, il va y avoir effectivement des zones qui vont être des zones submersibles ou autres, qui vont être beaucoup plus exposées que d'autres. Donc ça va mettre en évidence les disparités. Et donc il va y avoir un vrai sujet là-dessus. Est-ce qu'on peut inclure, à vos yeux, les émissions de CO2 dans le calcul 4NAT en liant comportement individuel dont vous avez parlé avec à la fois le risque solidaire? C'est compatible ou pas? Je n'en ai pas la moindre idée. Bon, au moins c'est mieux. Toute dernière question, et ensuite je vous libère. Sans prévention, est-ce qu'il y a certains biens qui seront juste, disons-le, plus assurables du tout? Je pense, oui. Bien sûr. Oui. Ouais. D'accord avec ça. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Merci Laurence Barry, il est 10h50, on a pris un tout petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. Je vous propose une pause
plus courte que prévu. Courte pause, on se retrouve à 11h10 exactement, soyez à l'heure. À tout de suite, 11h10, ça sera l'heure de notre première table ronde avant l'intervention de Martin Landais. À tout de suite, soyez à l'heure, 11h10, à tout de suite.